Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, le débat, les législatives au Mali, ces alliances qui fâchent, avec comme invité l'honorable Amadou Araba Doumbia du SADI, député à l'Assemblée nationale. Il est élu à Nyono. Honorable Doumbia, bonsoir et bienvenue. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Dissa. Merci beaucoup. Notre second invité est l'honorable Moussa Oumar Diarra, communément appelé Bati. Il est le président du parti Mali Émergence, ancien député à l'Assemblée nationale du Mali. Monsieur Diawara ou honorable Diawara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Notre troisième invité est M. Amadou Aya, secrétaire général adjoint du parti CODEM. M. Aya, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Monsieur Aya, nous nous approchons de plus en plus de la date prévue pour la tenue de ces législatives. Mais au même moment, de plus en plus de voix alors trouvent que ces élections ne sont pas du tout opportunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci M. Dissa de nous avoir permis en tout cas de débattre d'une question d'actualité qui est les législatives. Mais avant de commencer, j'aimerais vous apporter les salutations fraternelles de mon président Hussein Amio Guindo, qui est aussi honorable et qui a fait 2 mandats. Et député élu à Sikasso, qui est le président de notre parti, qui m'a chargé, n'est-ce pas, de transmettre toutes ses amitiés, mais également de saluer tous les efforts que l'Africa, n'est-ce pas, est en train de faire pour rehausser le niveau de notre démocratie à travers les débats. Mais aussi profiter pour remercier tout ce charmant public qui nous accompagne, n'est-ce pas, au courant de cette émission. Vous avez dit effectivement, est-ce qu'aujourd'hui l'organisation de cette élection est opportune? Je ne parlerai pas d'opportune, mais je parlerai plutôt d'une nécessité, si je veux dire également d'une exigence constitutionnelle. Comme vous le savez, cette législature qui a commencé en 2013 a pris fin depuis longtemps. Donc nous avons estimé à un moment donné, lors de la prorogation du mandat, que c'était anticonstitutionnel. Parce que notre constitution ne prévoit pas de prorogation de mandat. Mais on nous a en l'espace de quelques jours, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle a eu 2 arrêts qui a permis, n'est-ce pas, un arrêt qui est contraignant, mais un deuxième arrêt qui a permis en tout cas à cette législature de continuer. Et les constitutionnalistes nous ont appris, puisque nous ne sommes pas constitutionnalistes, qu'un des articles de la Constitution qui permet au président de la République, qui a le droit de vie et de mort sur les Maliens, et pouvait, n'est-ce pas, permettre, n'est-ce pas, de prendre certaines dispositions pour la continuité de cette institution. Je crois que c'est à la faveur de cela que nous avons connu, n'est-ce pas, cette deuxième prorogation. Mais ceci étant dit, c'est qu'il y a eu des luttes et qui a abouti au DENI, le dialogue national inclusif. Depuis la base jusqu'à la phase nationale, il est ressorti la nécessité, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'Assemblée nationale, qu'il était, n'est-ce pas, opportun, n'est-ce pas, d'organiser cette élection afin de donner une légitimité à cette institution, mais également à d'autres institutions. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Assemblée nationale également désigne ses représentants au niveau de la Cour constitutionnelle, également au niveau d'autres institutions. Donc, si cette Assemblée elle est illégitime et illégale, il va de soi que cela va avoir une conséquence, n'est-ce pas, sur les autres institutions. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est une nécessité absolue que le 2 mai, qu'on ait une nouvelle Assemblée nationale qui puisse également continuer aux nouvelles réformes, parce que le dialogue national inclusif a inscrit, n'est-ce pas, plusieurs recommandations, mais également des résolutions qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de l'accompagnement
n'est-ce pas, de la nouvelle Assemblée nationale à faire aboutir certaines réformes majeures. Je voulais parler également de la révision constitutionnelle. Je voulais parler aussi, n'est-ce pas, des réformes administratives et territoriales. Et également, même au niveau des élections, je crois qu'on va en parler plus tard dans le débat. Mais je pense que je ne parlais pas d'opportunité, mais je pense que c'est une exigence constitutionnelle que d'aller à cette élection. Merci, Monsieur Aya. Honorable Doumbia, plus qu'elle ne soit même opportune, Monsieur Aya trouve qu'elles sont nécessaires et que nous devons vraiment nous en faire une exigence constitutionnelle. Merci, M. Dissa. Je remercie la direction de Africap, à mon nom et au nom de ma partie, de vous avoir facilité d'organiser de tels débats d'utilité nationale. Et par rapport à cette question, moi je voudrais que vous me permettez de la reformuler, peut-être de commenter, avant vraiment de revenir à votre question telle qu'elle a été posée. D'accord. Par rapport à cela, M. Aya a fait allusion au dialogue national inclusif. C'est très important. Mais moi, j'allais poser la question de cette manière. On vient de sortir du dialogue national inclusif. Et que ce dialogue a mis en première place, en tête, les élections législatives, comme étant la priorité des priorités au Mali. Et que ce travail est engagé par le gouvernement et qu'au tout cours de la mise en œuvre de ce travail, vous l'avez dit, qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que ce n'est pas opportun, que ces élections ne sont pas opportunes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ces gens-là, ce sont des Maliens, non? Vous êtes des journalistes, vous avez fait vos sondages, vous avez écouté, vous avez évalué. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a lieu de s'interroger. Ce délit qui a fait ces résolutions-là, est-ce qu'il a répondu à la question fondamentale qui se pose dans ce pays-là, qui est la crise que nous traversons depuis longtemps? Est-ce que la réponse qu'elle a donnée est la bonne réponse? Chacun doit s'interroger. Maintenant, moi je vous parle en tant que député et en tant que militant d'un parti connu sur le plan national et international qui s'est battu pour le respect de la Constitution dans ce pays. Et nous l'avons toujours dit que l'Assemblée telle qu'elle est n'a pas la légitimité. Donc, nous, on ne va pas être, comment dire, contre ce que nous avons soutenu. Donc, l'Assemblée, elle n'est pas légitime. Constitutionnellement, il faut trouver une solution pour que cette Assemblée parte. Maintenant, si on doit le faire, comment? Quand vous demandez l'opportunité par rapport aux élections législatives, moi je réponds qu'on doit faire une élection législative pour qu'on ait une assemblée nationale qui réponde la légitimité, la légalité pour servir le peuple malien. Mais l'élection qui est programmée dans quel contexte? Pourquoi il y a ce débat qui est soulevé au niveau du peuple? Donc par rapport à cela, tous les acteurs doivent se poser beaucoup de questions. Sinon, j'adhère à ce qu'il a dit, que l'Assemblée qui est là est anticonstitutionnelle. C'est clair, les députés sont là pour 5 ans. Si les 5 ans sont finis, ils doivent partir, on doit organiser des élections. Mais qui n'a pas pu organiser les élections? Et l'élection qui est programmée, et on doit analyser sa faisabilité. Je pense que c'est pour cela qu'il y a toutes ces interrogations au niveau du peuple, dont les préoccupations doivent être prises en compte, analysées objectivement et dans l'intérêt de tous.
Merci, honorable Doumbia, honorable Diawara. Justement, par rapport à la faisabilité de ces élections-là, beaucoup de gens croient que la situation sécuritaire du pays n'est pas du tout propice à une bonne organisation de ces législatives-là. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qui est fait jusque-là et qui peut nous garantir de bonnes élections législatives? Très bien. Je voudrais aussi m'associer aux remerciements de mes collègues ici présents. Dire que de poser la question sur l'opportunité des élections, je pense qu'on a dépassé cette question-là. Pour la bonne preuve que le chef de l'État a mis en avant consolider l'ancrage démocratique en dotant de notre pays des institutions fiables. Et la première institution, c'est le président de la République, suivi de l'Assemblée nationale. L'honorable vient de dire que notre Assemblée nationale n'est pas légitime. Quand un député estime que l'Assemblée n'est pas légitime, le peuple se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller aux élections. C'est pour cela le gouvernement, à la tête, le Premier ministre a jugé nécessaire de prendre au bon l'initiative présidentielle qui était de convier les forces vives et de discuter et de se mettre d'accord sur les propositions d'évolution, de consolidation des ancrages démocratiques. Et de par ces débats, on a eu l'initiative de convier le dialogue national. Et c'est important d'insister là-dessus. C'est au cours de ce dialogue national où toutes les forces vives de la nation ont participé. On a eu des débats houleux avec des arguments crédibles qu'il y a eu 4 résolutions. Et parmi ces 4 résolutions fortes, la première préoccupation des uns et des autres, c'était d'organiser les élections. Et c'est venu de tous les participants du déni. À partir de ce moment, le Premier ministre a saisi, a fait un atelier de consolidation de ces résolutions et a mis en mouvement tout le gouvernement pour qu'on puisse respecter ces résolutions-là, aller aux élections législatives. Il appartient aujourd'hui, c'est vrai là, que la situation sécuritaire nous préoccupe tous les jours, mais il appartient aujourd'hui au gouvernement d'organiser les élections et de mettre toutes les conditions pour qu'on aille aux élections. Et à cela, le gouvernement répond. On a eu le cadre de concertation avec le ministre de l'administration territoriale. Les partis politiques, tous les partis politiques étaient présents. Et en plus, soit dit en passant, c'est les partis qui concourent à ces élections. Donc, si légitimement, il y avait des risques à ne pas aller aux élections, les états-majors allaient se dissocier du cadre de concertation. On a participé au cadre de concertation. Pendant ce cadre de concertation, tout le monde était là, tout le monde était unanime qu'on doit aller aux élections. Il appartient au gouvernement, mieux informé sur le plan sécuritaire, sur le plan matériel, d'organiser ces élections. Et poser l'opportunité, je pense qu'il est nécessaire. C'est vrai que notre démocratie, elle est jeune. Il est nécessaire, comme Aya l'a dit, au-delà de 2 prorogations, de donner quand même une force nouvelle à consolider notre démocratie, comme je l'ai dit, à travers une assemblée très forte, qui est quand même le creuset de la démocratie. Donc, 2 prorogations, une 3e risque quand même de nous faire basculer dans des situations que Dieu nous en garde. Donc, il est nécessaire, opportun, qu'on aille à ces élections. Et le Premier ministre a donné sa parole, le gouvernement est en train de travailler et je pense qu'il est nécessaire d'aller à ces élections. D'accord, merci honorable Diawara. Monsieur Aya, alors il est nécessaire d'aller à ces élections pour renouveler le mandat des députés qui sont déjà à l'hémicycle et dont le mandat est totalement dépassé, mais était-il le seul moyen de faire les choses compte tenu alors du grand risque que ces élections-là ne puissent même pas se tenir sur toute l'étendue du territoire? Merci. Il faut rappeler que ce n'est pas une première dans notre pays en situation difficile d'organiser les élections.
Monsieur l'honorable qui est là est arrivé dans un contexte sécuritaire difficile en 2013. Les élections présidentielles, les dernières élections présidentielles ont été organisées dans des conditions difficiles. Et un peu partout dans le monde, nous voyons des crises. Mais malgré cela, il y a des élections. Parce que je crois que c'est le seul moyen, l'élection, pour avoir des institutions en tout cas crédibles, fiables. Il n'y a pas d'autres alternatives, n'est-ce pas, que de remplacer notre Assemblée nationale ou les institutions que les élections. Oui, mais justement, Maintenant, quand vous parlez de fiabilité, Monsieur Aya, nous avons vu lors de l'élection présidentielle passée que les mêmes conditions étaient là et tous les partis politiques d'alors ont décidé d'aller à ces élections. Encore, en écoutant Honorable Diawara, tous les partis politiques encore veulent aller à ces législatives. Et après, ils vont venir nous dire que ces élections ont été mal organisées. Allons-nous assister là aussi à des contestations post-électorales? Allons-nous assister encore à des marches infinissables par rapport à ces résultats et dire que cette assemblée aussi qui est mise en place n'est pas crédible, n'est pas légitime, n'est pas ceci, n'est pas cela? C'est exactement ce que alors la classe politique nous prépare. Bon, je ne peux pas présager ce que prépare la classe politique. Je sais que la classe politique veut aller à cette élection. La classe politique veut qu'il y ait des élections transparentes, crédibles sur l'ensemble du territoire national. Et je pense aussi que, comme l'a dit l'honorable Diawara, nous avons participé au déni. C'est important quand on parle de la prise en compte, n'est-ce pas, des préoccupations des populations. J'ai dit que tantôt dans mon introduction préliminaire, que ce déni a commencé depuis la phase commune, n'est-ce pas? Vous avez eu près de 600 et quelques communes qui ont participé. Vous avez l'ensemble, n'est-ce pas, des circonstances administratives. Les cercles ont participé. Vous avez toutes les régions et puis les nationales. Je pense que c'est le peuple qui a participé. Maintenant, nous avons vu effectivement, c'est ça aussi la démocratie. Certains n'ont pas voulu y assister. Mais nous leur concédons également ce droit. Donc je pense que cette élection, la manière dont en tout cas elle est en train d'être organisée, je sais aujourd'hui, en tout cas en faisant le tour des états-majors, partout sur l'ensemble du territoire, les listes sont en train d'être confectionnées pour être déposées. Mais je rappelle d'ailleurs que lors des dernières élections législatives avortées, il y avait eu des listes un peu partout. Mais il faut se dire aussi que c'était les magistrats qui avaient pris le pays en otage parce qu'ils étaient en grève. Et un des documents essentiels, qui est le casier judiciaire, était introuvable. Donc, ça aussi, ça a été pris en compte, n'est-ce pas, par le gouvernement à l'époque, y compris la question sécuritaire, pour, n'est-ce pas, annuler cette élection législative où les gens avaient déjà déposé les listes. Donc je pense que les contestations électorales, ça fait partie de la démocratie. Hein. Toutes les élections, il y a des contestations. La preuve, même ceux qui avaient contesté le président de la République, aujourd'hui, ils sont revenus sur la même table, ils sont même sur les mêmes listes que le parti majoritaire. Donc je pense que, oui, je pense que les contestations, il en aura toujours dans les élections, mais le plus important, c'est qu'il faut donner à notre démocratie, il faut donner à notre pays une institution forte. C'est cela, je pense que l'exercice auquel tous les partis politiques et tous les citoyens maliens est invité. D'accord. Merci, M. Aya. Honorable Doumbia, à l'état actuel des choses, est-ce qu'à l'issue de ces législatives, nous allons pouvoir avoir même 147 députés? Autrement dit, est-ce que, selon vous, les législatives peuvent se tenir en fait, dans toutes les circonscriptions, en fait, sur toute l'étendue du territoire? Monsieur dit ça, je dis non et non. Maintenant, je viens un peu, permettez-moi de revenir un peu en arrière, hein, parce que c'est le lieu de clarifier beaucoup de choses. Et il a fait allusion, tous, ils ont fait allusion au déni, au dialogue national inclusif. Et ils prétendent que tous les partis étaient là, que la société civile était là. Mais la question fondamentale qu'on se pose, est-ce que tous les partis politiques étaient là? Est-ce que la société civile était là? S'ils répondent oui, je vais poser une autre question. Est-ce qu'il y a eu un diagnostic de la situation, de la crise qui traverse notre pays? Est-ce qu'au sortir de ce déni, ils sont tous d'accord qu'ils ont touché du doigt les problèmes fondamentaux qui menacent notre pays?
est-ce qu'ils sont sortis avec la crise et la solution de la crise? Ça, c'est des questions que je me pose chaque fois. Maintenant, quand nous sommes tous d'accord qu'il nous faut une assemblée nationale légitime, mais le délit, tu l'as bien dit, il n'y avait pas d'autre alternative. Je dirais ceux-là qui étaient présents au dialogue national inclusif, qu'ils acceptent qu'on le dise. Soit ils ne connaissent pas les réalités du pays, soit ils l'ont mal posé, soit ils avaient leur propre agenda par rapport aux élections et qu'on veut organiser et commander une élection qui a une simulation de violation même de la Constitution. Nous avons dit en son temps, par rapport à l'élection du président de la République, c'est le parti Sadi qui a sonné la sonnette d'alarme depuis pour dire, attention, le peuple malien, il y a un coup d'État constitutionnel qui se prépare. Il y a un coup d'État constitutionnel qui se prépare. La loi électorale, elle n'est pas bonne. Le fichier électoral n'est pas bon. Et que le pays ne se prête pas à une élection qui va être crédible, qui va être transparente. Et que les résultats seront contestés. Ils ont dit que les gens ont accepté, ils sont en train de constituer même les listes. Comprenez pourquoi les gens ont accepté. C'est pour ce pays-là. Parce que personne ne veut que ce pays nous échappe. Donc les gens ont mis de l'eau dans leur vin. Ils sont revenus en de meilleurs sentiments. Mais nous avons demandé une conférence nationale. S'il devait être tenu un dialogue national inclusif, le dialogue devait être souverain. Mais ce dialogue n'est pas souverain. D'accord. En fait, honorable, oui? Je suis d'accord que vous fassiez référence à ce dialogue, mais oui? Nous allons quand même essayer d'être dans le contexte, oui? Dans le débat. Oui? La question était relative toujours à la tenue de ces élections-là. Oui? Si elles ne peuvent pas avoir lieu sur toute l'étendue du territoire, oui? Cela ne représente-t-il aucune conséquence fâcheuse? Beaucoup de conséquences fâcheuses. Et si cela arrivait, les premiers responsables de cela, c'est ceux-là qui ont pris cette décision au niveau du dialogue national inclusif. Parce qu'ils savaient qu'il y avait d'autres alternatives. On pouvait trouver d'autres alternatives, ils pouvaient proposer une constituante. Ouais, ils ne l'ont pas fait. Quand on n'est pas d'accord, honorable, quand on n'est pas d'accord, oui? Pourquoi ne pas bouder tout simplement ces élections? Pourquoi vous partez néanmoins? Bon, nous partons, nous avons dit qu'on ne va pas faire la politique de la chaise vide. On sait que c'est un coup préparé. Maintenant, une élection à laquelle tu n'as pas pris part, est-ce que tu pourras contester? C'est vrai. Nous sommes en train de dire ce qui va arriver. Mais ce n'est pas encore arrivé. Mais tout le monde sera témoin dans la condition dans laquelle ces élections vont être organisées. Dans les conditions dans lesquelles ces élections vont être tenues. Et en ce moment, on va tirer les conséquences. Si on continue à dire que ça ne sera pas bon, ça ne sera pas bon, il faut qu'on voit que réellement, ce n'est pas bien tenu. Si on ne part pas aux élections, comment on va contester? D'accord. Merci, honorable Doumbia. Honorable Diawara, nous allons parler maintenant des alliances. Mais avant de parler des alliances, parlons d'abord des listes. Alors, pourquoi faut-il des listes aux élections législatives au Mali depuis un bon moment? Pourquoi on ne peut pas être seul candidat? Pourquoi il faut 3? Pourquoi? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir un peu sur les déclarations de l'honorable. Il faut qu'on arrête de se faire peur. Nous sommes en train nous sommes dans un apprentissage, comme je l'ai dit, démocratique. Tout le temps parler de crise électorale, de contestation, c'est vrai, ça fait partie de la démocratie. Vous avez vous-même posé la question tout de suite, pourquoi ils vont aux élections? Ce n'est pas un seul parti politique qui va prendre en otage tout notre processus électoral. Le processus électoral obéit à des règles. Le dialogue national a été impulsé par le président de la République suite à des constats. Et pendant ce dialogue national, beaucoup de partis ont participé, des forces vives ont participé, on a eu des débats houleux, mais il a évoqué la constituante. Encore une fois, des termes qui font peur.
On ne peut pas parler de constituante au Mali, parce que pour parler, je parle sur le contrôle de nos constitutionnalistes, pour parler de constituante et tout, il faut que toutes les institutions soient par terre. Nous avons nos institutions, vous vous apprêtez à aller à des élections. Vous-même, vous avez dit qu'il y a une assemblée illégitime, on a un président de la République qui est la première institution, donc on ne peut pas parler de constituante. Et puis, il ne peut pas y avoir de crise post-électorale. Le gouvernement a en charge d'organiser les élections. Le ministre de l'administration territoriale a installé les gouverneurs, a appelé tous les acteurs qui doivent intervenir pour organiser ces élections. La DGE a audité le fichier. Ils ont dit au cours de la réunion, comme quoi, d'ailleurs c'était un parti de l'opposition qui avait soulevé le cas des doublons. Et la DGE a dit, elle met le parti en défi de prouver ces doublons-là. Donc à partir de ce moment, les conditions démocratiques sont quand même réunis pour aller aux élections. Maintenant, ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas prendre le pouvoir que par la rue vont encore nous faire peur, contestation, crise post-électorale. Le Mali n'a pas besoin de ça. Les Maliens ont trop souffert, monsieur dit ça, les Maliens ont souffert. Vraiment, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on donne de l'espoir à la jeunesse. Il faut qu'on puisse vraiment montrer à la jeunesse qu'il y a autre chose que la rue, la contestation et les discours démagogiques. On ne peut pas dire le fichier n'est pas bon et aller aux élections. Autant rester dehors, continuer à critiquer, mais tu veux être à l'Assemblée pour contester après. Pourquoi tu vas reste chez toi, tu ne vas pas aux élections. Mais si tu veux aller aux élections, ça veut dire que tu es sûr que quelque part, les élections sont organisées dans de bonnes conditions. Oui, donc à partir de ce moment... Par rapport à ce oui. niveau, en fait, de l'organisation de ces élections, en fait, tout n'est pas que seulement les fichiers. Par exemple, vous dites, il ne faut pas faire peur aux gens, mais il y a des choses qui font peur au Mali. Allons au centre, par exemple, honorable Diawara. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à aller cultiver leurs champs. Des gens n'arrivent pas à aller au marché pour aller vendre ou pour aller acheter des choses. C'est à ces gens-là qu'on va aller dire d'aller voter un dimanche, par exemple. Leur sécurité, par exemple, ne va-t-il pas leur préoccuper plus que le fait d'aller voter? Et si nous nous retrouvions en ce moment-là avec des taux de participation, c'est-à-dire les plus faibles de l'histoire? Vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai dit dans mon discours introductif que la situation sécuritaire est préoccupante. Mais est-ce à dire que nous nous préoccupons plus, vous et moi, de la situation sécuritaire plus que le Premier ministre, plus que le Président de la République, plus que le ministre de la Sécurité? Eux qui ont tous les leviers en main, eux qui sont sur le terrain tous les jours, ils ont les moyens d'évaluer, de savoir si les populations, eux qui ont souci des populations, ils ont tous les moyens de savoir si les populations sont suffisamment en danger pour dire on ne peut pas faire les élections là-bas. Maintenant, je reviens à votre question. Vous savez, les listes individuelles qu'on constate, hein, normalement l'exercice de la démocratie appartient aux partis politiques. Mais vous savez, être seul à faire des listes seules, l'avènement c'était un peu avec l'arrivée du président Touré. On avait eu un président de la République indépendant, donc ça a suscité quand même ce facteur-là, d'être seul, des associations et tout, parce que aussi des talents se trouvaient aussi, pas forcément dans les partis politiques. Donc il fallait leur donner l'occasion que le peuple puisse choisir, pas forcément des politiciens, qui ont montré souvent leurs limites, leur donner la latitude quand même de choisir d'autres élus. Donc la loi permettait à certains individus, pour être élus, de se mettre sur des listes des partis politiques, mais en réalité, c'était des leaders associatifs, c'était des individus qui ont fait preuve de courage, de détermination dans leur localité. Sinon, l'exercice démocratique, quand même, appartient aux partis politiques et il sied que les listes, quand même, soient établies par les partis politiques. D'accord. Merci, honorable Diawara. Monsieur Aya, nous allons parler des alliances. Alors, nous voyons des alliances de toute nature et le peuple ne comprend vraiment plus rien du tout. Et nous avons quand même une jeunesse qui de plus en plus s'intéresse à la chose politique, qui voit pour la première fois des partis qui traditionnellement sont opposés sur toute la ligne et par rapport à tout, qui sont en train d'être sur une même liste. Alors quel est votre regard sur ça? Oui,
je dis ça, je crois que moi-même, je ne suis pas à l'aise de ce que je vois sur la scène politique malienne, en tant que Malien, en tant que de ceux, fait partie de ceux qui ont lutté, n'est-ce pas, pour l'avènement de cette démocratie dans notre pays. Et ce que je vois ne fait pas honneur à notre démocratie. La politique, c'est aussi de la vertu. La politique, c'est aussi la vérité, la transparence, mais la politique aussi doit répondre à des règles qui font qu'il faut éviter qu'il y ait des alliances contre nature. Mais c'est aussi, je veux dire, une des failles également de notre arsenal juridique qui fait que des partis, n'est-ce pas, comme le SADI, puissent s'allier aux partis comme l'ADEMA. Nous avons vu un peu partout. Oui, j'ai vu partout avant. J'en ai vu avant, je crois que c'est en préparation aussi quelque part. Je ne sais pas c'est où, mais je crois que par le passé, cela aussi a été. Et donc je pense que nous devrons, n'est-ce pas, faire en sorte que nous puissions regarder notre arsenal juridique pour éviter des alliances contre nature. Vous savez, moi je ne vais pas citer certains pays que je connais, où disons, j'ai séjourné très longtemps. Vous n'allez pas voir ce type d'alliance contre nature. Ça prostitue, ça pollue ce que nous voyons, n'est-ce pas, notre démocratie. Et c'est ce qui fait que les populations ne peuvent pas nous comprendre, ne peuvent pas avoir confiance en nous. Nous sommes tous usés, épuisés actuellement à faire des alliances contre nature, à dénouer, à nouer, matin, midi, soir. Nous sommes épuisés. Il faut simplifier cela, il faut que ça cesse. J'ai regardé l'autre jour dans mes calepins, je regardais lors des dernières élections législatives de 2013. Nous avons eu 421 listes. 421 listes. Et j'ai vu qu'à part les circonscriptions électorales où il y a un ou deux, mais partout c'est des alliances. Partout c'est des alliances contre nature. Les gens ils se mettent, ils cherchent pas à comprendre, ils se mettent dedans. Ça, ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas de la politique. Maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui au Mali... Et quelle est la pratique? Mais ce que nous voyons aujourd'hui... Oui, allez-y. Ce que nous voyons aujourd'hui, je ne pense pas, ce n'est pas des alliances contre nature. La plupart du temps, vous voyez, c'est l'ADEMA, le RPM ensemble, l'ADEMA, l'URD ensemble, ASMA, c'est la même chose. C'est la même matrice. L'ADEMA, l'URD, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils ont même fait plusieurs... Bon, malheureusement, ils ne sont pas là, ils ont même fait plusieurs tentatives de regroupement. C'est la même salade. C'est la même chose. C'est les mêmes personnes. D'accord, mais au sein de votre propre formation politique, quelle est la pratique de ces alliances? Parce que on vous voyait au début, avant que certaines se retirent de la course, on vous voyait nier des alliances avec des gens et beaucoup de gens ne comprenaient plus la ligne de votre parti par rapport à ça, M. Aya. Quels gens, par exemple? Les religieux, les mouvements religieux. Nous sommes tous religieux. Oui, mais vous et moi. Religieux. Oui, non, nous sommes tous religieux. Vous n'avez pas de mouvement religieux. Oui, mouvement religieux. Beaucoup de gens se sont plaints, en fait, de ces alliances qui s'uniaient avant que ces mouvements-là ne se retirent de la course. Vous savez, l'avènement, n'est-ce pas, de mouvements religieux dans la politique ne date pas d'aujourd'hui. Et personne n'en a fait un problème. Tous les partis politiques, tous les leaders politiques vont faire la cour, n'est-ce pas, à ces porteurs de voix. Mais pour ce qui nous concerne, nous avons juste nuit une élection, c'est-à-dire une alliance électorale avec la CEMAS, qui est un mouvement politique qui a son récépissé. Donc, qui est dans la République. Je ne vois pas le problème. Ce n'est pas un mouvement religieux, c'est une association, c'est un mouvement politique. Dans ce mouvement, j'ai vu beaucoup de gens, comme vous et moi. Donc je crois que cela, ce n'est pas, à mon avis, le débat n'est pas à ce niveau. Il n'y a pas, je ne vois pas un leader politique qui n'a pas, n'est-ce pas, fait la cour, n'est-ce pas, soit à l'église, soit, n'est-ce pas, aller présenter son projet de société dans les églises ou, je sais pas, dans les mosquées. Et jusqu'à ce que la loi électorale est arrivée même à interdire, n'est-ce pas, les meetings dans les lieux de culte.
Ça veut dire que vos alliances sont alors homogènes, toutes sortes non, ne serait pas, non, 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 nos alliances ne sont pas homogènes. J'ai dit tout à l'heure, vous savez, à la politique, c'est l'honnêteté aussi, hein, intellectuelle. Nous-mêmes, nous faisons la même chose. Si demain, le SADI peut me faire passer quelque part, je ne vais pas refuser. J'irai volontiers avec eux, n'est-ce pas? Mais cela, autant, ne peut pas dire que je ne veux pas dire, je ne dois pas dire ce que se passe. D'accord. Merci, Monsieur Aya. Honorable Doumbia, est-ce qu'au niveau du SADI, les alliances sont homogènes? Autrement dit, est-ce que tous les candidats SADI appartiennent au SADI? Moi, je sais que j'ai mal posé la question. Toutes les listes sur lesquelles nous avons des listes propres. Nous avons des listes propres, mais nous sommes partis aussi en alliance dans certaines localités. Mais quand Aya fait allusion au SADI, en faisant allusion à l'ADEMA, et tu vois, votre question lui a paniqué. Et il a vu que lui, quand il ne doit pas jeter de pierres, il ne doit pas jeter de pierres, surtout à un grand parti, un parti respecté, un parti reconnu par rapport à sa ligne, et qui choisisse très bien ses partenaires. Voilà, mais justement, donc, quels sont les nous, critères? on n'est pas comme Kodem. D'accord. Mais au sein de... Je prends l'assistance en témoin que SADI n'est pas comme Kodem. On ne part pas avec qui. Et on ne change pas de partenaire du jour au lendemain. Justement, nous aimerions savoir les critères sur lesquels se fonde le choix des partenaires. Merci. Comme M. Aya a refusé de faire une analyse technique de la situation pour vraiment éclairer l'interne des téléspectateurs, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Une alliance, dans le cadre des législatives, il y a deux aspects qu'il faut y prendre en compte. Il y a l'aspect local. L'aspect local veut dire quoi? Il y a des personnes qui peuvent être proposées pour être candidats d'un parti ou d'un autre. Il y a la population qui est là, et son attente est là, c'est analysé par rapport à la qualité même du candidat. Ça, c'est très important. Il se peut qu'il y a un candidat qui a été porté par un parti, mais ce candidat, il ne s'est pas fait valoir et que la population ne veut plus de ces candidats. Même si le parti est bon, s'il est porté, il va avoir difficilement d'alliés. Parce que ce qui l'attend, c'est le vote sanction. Il y a le parti qui a eu l'occasion de gérer le pouvoir, qui a été mal commandé, il n'a pas été à la hauteur de l'attente de la population. Donc, à l'analyse, tout parti qui se respecte, si vraiment tu veux l'avancer, tu veux un résultat, tu veux un changement, ce n'est pas avec ce type de parti qu'il faut partir. Donc, SADI a toujours fait des alliances sur des bases en tenant compte des réalités locales, mais en comptant aussi compte de notre ligne, de notre vision et des réalités nationales. Donc, il y a des questions, il y a des choses que SADI ne va jamais faire. SADI, c'est le seul par exemple. Non, SADI, c'était le seul. On a évolué parce qu'on nous a reproché beaucoup de choses. Quand on évolue, on essaie aussi d'analyser les situations et de s'adapter à certaines réalités sans perdre sa vraie nature. Sinon, le SADI, c'est le seul parti politique. Je ne dirais pas le nom du parti ici. Tu peux prendre le nom, nos anciens statuts et règlements intérieurs. C'est mentionné dedans qu'on ne partira pas en alliance avec tel ou tel parti en République du Mali. Vous pouvez vérifier. Est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui que le SADI n'a aucune alliance, en fait, aucune liste sur laquelle alors sont inscrits des gens qui appartiennent à des partis qui se réclament de la majorité, par exemple? Bon, moi, je pourrais le dire ici, parce que les alliances ne sont pas encore bouclées. Si jamais je le disais, je pourrais être traité d'un menteur. D'accord. Mais quand même, je peux vous dire aujourd'hui que par rapport aux alliances que je connais, nous ne sommes pas sur une liste avec les RPM, qui pour nous est censé être le premier responsable de la majorité. Il y a des partis qui se réclament de la majorité, mais peut-être de non.
quand on évalue les partis de la majorité, il y en a les durs, les moins durs, et puis les très durs. Donc il faut faire la part des choses. Vous comprenez maintenant, toujours pour revenir à la même question, vous avez demandé pourquoi des individus ne sont pas sur des listes, ainsi de suite. C'est la loi électorale. C'est la loi électorale. Donc si c'est le mode de scrutin qui l'impose, si on était au proportionnel, peut-être que les partis vont partir. Mais si tu sais que tu es majorité, tu peux avoir le 2/3 des voix et que tu risques d'être sans député. Au premier tour, si jamais ça ne marche pas, on va s'allier contre toi et tu vas tomber. Donc ça, c'est des choses. Maintenant, arrivé à l'Assemblée, chacun prend son chemin. Mais il y a des partis qu'on ne doit pas accepter que ceci profite, comment dirais, de la confiance qu'un autre parti a et trompe la population pour être à l'Assemblée. C'est ce qui n'est pas souhaitable. Par exemple, moi je prends un exemple sans hésiter. Quand je vois à Kouloukro que le RPM part avec l'URD et c'est le président de l'Assemblée, de surcroît, parti au pouvoir, ne peut pas aller en liste propre. Il va s'aligner avec le parti du chef de file de l'opposition. Qu'est-ce qu'on prépare contre le peuple malien? D'accord. Merci, honorable. Une assemblée de fait. Merci beaucoup. Honorable Diawara, quel est votre regard sur ces alliances? Nous, notre regard est un regard pédagogique. Parce que, encore une fois, l'utilité des résolutions du dialogue national, parce que nous avons insisté pour réviser la charte des partis politiques. Autant nous traitons la transhumance politique, autant nous avons souhaité traiter les alliances contre nature. Parce qu'il faut aussi révéler que certaines alliances contre nature viennent du fait de l'échec de l'élu. Parce qu'on croit que les populations n'ont pas d'outils d'évaluation. Certains députés, certains élus, arrivés au terme, sont évalués. Donc, en voulant trop s'accrocher, les listes propres risquent d'être bloquées. Donc c'est pour cela, nous avons souhaité que les partis politiques fassent de la pédagogie pour que, même en termes idéologiques, c'est vrai que ça peut souvent biaiser le jeu démocratique au niveau de l'Assemblée. Parce qu'un parti de l'opposition peut s'associer à un parti fort pour venir, après, aller à l'encontre de la politique de la majorité présidentielle. Soit dit en passant, l'honorable a classifié la majorité, autant on peut faire de l'opposition. On a des opposants aussi qui s'accrochent aux souliers de certains de la majorité pour venir à l'Assemblée, après pour crier plus fort. Donc, la majorité présidentielle est une majorité de bloc. Nous sommes derrière le président de la République et nous sommes une majorité de bloc. Maintenant, cette pédagogie va nous permettre d'enseigner au-delà de nos directions, d'aller à la base, dans nos sections, dans les sous-sections, l'idéologie du parti. Et cette idéologie permettra d'être socialiste de père en fils et de ne pas s'allier n'importe comment. Et donc, aussi, nous devons susciter, permettre à nos élus de faire souvent, avant les élections, l'autocritique. L'autocritique pour pouvoir informer les électeurs des actions posées. On voit que certains élus ne vont pas au charbon jusqu'à la veille des élections. Alors que ça peut être de bons élus. Et donc, si c'est à la veille des élections, la sanction est vite arrivée et l'alliance contre nature est vite arrivée. Donc, nous préconisons vraiment la pédagogie, la formation pour éviter ce genre de... Oui, mais quand vous dites que vous êtes une majorité de bloc, pouvez-vous nous expliquer un peu, parce que nous savons qu'au niveau de la majorité, par exemple, il y a l'EPM, il y a l'ARP, où est le bloc? Pendant que nous savons aussi que les partis de cette majorité présidentielle, lors de ces législatives-là qu'on est en train de préparer, ont quand même, ces partis-là aussi ont des candidats qui sont sur des listes avec des partis qui ne se réclament pas de cette majorité. Alors la notion de bloc, majorité de bloc, ça vient d'où? Monsieur dit ça.
pour pouvoir marcher, vous avez besoin de 2 pieds. Si vous avez un pied cassé, est-ce que vous allez marcher? Difficilement. Ah, difficilement. Mais donc, nous avons dit que pour pouvoir porter la politique du chef de l'État, pour pouvoir porter la politique de notre gouvernement, nous avons besoin de nous diversifier. Et nous, c'est l'union dans la diversité. Heureusement d'ailleurs. Heureusement que l'ARP a été créée et heureusement que l'ARP existe pour pouvoir corriger, parce qu'on ne dit pas que tout est rose, hein, pour pouvoir corriger et rester en support à l'EPM. Donc, j'ai utilisé cette expression parce que mon voisin a tendance à nous mettre en escalier. Nous ne sommes pas en escalier. Nous sommes en bloc, nous sommes dans l'union, dans la diversité, pour pouvoir porter la démocratie malienne, pour pouvoir mettre nos forces en place et puis continuer la politique du président de la République. Mais en même temps, en fait, ces listes quand même nous posent énormément de problèmes. Nous, les électeurs, ça nous pose énormément de problèmes. Par exemple, vous, si vous êtes sur une liste avec M. Aya, avec Honorable Doumbia, vous êtes 3, mais c'est pour vous que moi je vais voter. Mais je ne voudrais vraiment pas voter pour M. Aya, je ne voudrais pas voter pour Honorable Doumbia. Mais c'est pour vous que je vais voter. Je vais quand même voter, sachant très bien que j'aurais tout fait pour ne pas voter pour ces 2. Alors finalement, cette façon de procéder, alors me permet-elle alors d'exprimer exactement mon suffrage comme je l'aurais souhaité? Non, elle est condamnable, je l'ai dit. Elle est condamnable, mais cette façon de faire aussi part de plusieurs facteurs. Je l'ai dit. J'ai d'abord dit l'échec de l'élu. Vous avez pris l'exemple, si moi je suis député sortant, j'ai rien fait, j'ai pas fait mes restitutions, mais ma population ne m'a pas vu, la population veut me sanctionner. Aya a le vent en poupe, je vais m'allier à Aya. J'ai le souci, effectivement, d'aller à l'Assemblée. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et donc, je vais m'allier à cela. C'est vrai que ça perturbe le vote, ça perturbe le citoyen, mais nous devons, encore une fois, faire preuve de pédagogie. J'insiste là-dessus parce que on ne peut pas tout refouler d'un revers de main, on ne peut pas tout casser, on ne peut pas dire tout est mauvais en un seul coup. Et donc, c'est pour cela les partis politiques doivent faire leur mea culpa, doivent faire preuve de formation pour la nouvelle génération et que les nouveaux élus puissent quand même prendre en main les idéologies, puissent travailler, et quand on est élu, pour travailler pour la base, travailler pour la population, pour faciliter les listes des partis politiques et éviter les alliances contre nature. Merci, Honorable Diawara. Monsieur Aya, nous voyons maintenant au niveau de l'Assemblée que des députés étaient sur les mêmes listes, mais qui, une fois à l'Assemblée, vont être dans des groupes parlementaires différents, sinon opposés sur toute la ligne. Nous ne pouvons pas dire d'une certaine manière que ces façons d'élire nos députés, que c'est ce qui encourage justement la transhumance politique chez nous, qu'on veut par contre combattre. Oui, bon, la transhumance politique, je crois que plusieurs fois, ça a été une tentative. Mais à chaque fois, la Cour constitutionnelle, je crois que ne l'a pas validée, puisque nous avons une constitution qui nous permet en tout cas la liberté de nous associer. Mais c'est vrai, ce que vous avez dit, c'est le fait que notre arsenal juridique est très faible, que ces alliances contre nature ou ces alliances sont nouées. Moi, je vais dire, si nous étions dans un système proportionnel et également dans le système proportionnel ou le système mixte à un tout, je pense que ça allait simplifier, n'est-ce pas, ce jeu d'alliance contre nature. Parce que là, on n'allait même pas arriver à un problème de second tour. Donc, une liste nationale avec une liste, en tout cas, d'une circonscription électorale bien définie, allait simplifier le jeu. Mais je voulais dire tout simplement à l'honorable Amadou Araba qu'il n'a pas voulu se prononcer, mais je sais qu'en 2013, ils se sont alliés, n'est-ce pas, à l'ADEMA pour y arriver à l'Assemblée nationale à Koutiala. Je sais qu'ils se sont alliés également à tout près à Wélé-Sébougou, avec le PACP, avec ILMA et autres, mais malheureusement, leur liste est tombée. Donc je pense que ça existe, et je sais aussi que quelque part, les listes vont sortir, et également ailleurs, ils vont également s'allier
n'est-ce pas, également à la DEMA. La DEMA, le RPM, je ne sais pas comment ils peuvent mettre dans un statut de règlement intérieur qu'on ne va pas s'allier à tel ou tel parti. Alors même qu'ils sont quand même aussi ils sont vieux. Ce n'est pas un parti très jeune, mais je veux dire quand même que c'est un vieux parti. Mais sur le plan, n'est-ce pas, sur le plan territorial, mon parti est quand même plus structuré, plus grand, n'est-ce pas, que votre parti. Je suis beaucoup plus représentatif. Vous aurez la parole. Donc, je pense que, oui, mais vous allez avoir la parole. Sur ce plan, il n'y a pas de débat dessus. Et je sais aussi que si aujourd'hui on disait à chacun d'aller sur liste propre, il y a beaucoup de partis qui ne vont pas avoir, n'auront pas de liste. Ça, c'est clair. Parce que c'est des partis qui sont généralement des partis qui sont, n'est-ce pas, créés que pour, n'est-ce pas, pour des circonstances, mais qu'il faut même aller aux élections. Il y en a plein. Nous avons plus de 200 partis, mais faisons aujourd'hui l'évaluation de ces partis qui vont réellement aux élections. Ils ne sont pas nombreux. Et c'est le jeu d'alliance permet la plupart du temps à certains partis d'arriver, n'est-ce pas, à avoir des conseillers, d'arriver à avoir, n'est-ce pas, des députés. C'est ce qui rend aussi le jeu très très difficile. Comme il a dit tout à l'heure, Araba l'a dit, que bon, ils vont s'allier, bon, faire des alliances condamnatoires, arriver à l'Assemblée, chacun prend son chemin. C'est ça qui n'est pas normal. Ça veut dire qu'on est en train de tricher, n'est-ce pas? On est en train de tromper les populations. C'est aussi que les populations ne connaissent pas même le rôle du député. Les gens pensent que le député, c'est celui-là qui va faire le pont, c'est celui-là qui va faire les écoles, et c'est cela. Mais nous n'expliquons pas nous-mêmes, de manière pédagogique, le rôle des députés, et que ces députés ne jouent pas réellement leur rôle aussi à l'Assemblée nationale. Ce qui fait que les populations sont déroutées, ce qui fait aussi que les populations n'arrivent pas à avoir une lecture claire de tel ou tel parti. Il est important que ce jeu, n'est-ce pas, puisse cesser de manière pédagogique. C'est là où je suis d'accord avec l'honorable Bati, que nous sommes une jeune démocratie, nous sommes à l'apprentissage et nous devrons aller, n'est-ce pas, au pas de caméléon pour assainir, n'est-ce pas, les dysfonctionnements. Là, nous sommes aujourd'hui à un blocage par rapport à notre, disons, le mandat des députés. C'est parce que c'est contraignant dans la Constitution. Ce n'est pas le seul. Même en cas de vacances du président de la République, on a eu des difficultés en 2012 quand il y a eu la rupture constitutionnelle. Donc ce sont des aspects sur lesquels, par la pratique, nous avons compris qu'il y a des difficultés et qu'il faille corriger. Qu'il faille corriger pour que notre démocratie, dans les années à venir, soit également une démocratie enviable. En tout cas, tout qu'on fait, il y a un autre fait, je reste toujours avec vous, M. Aya, il y a un autre fait autour de ces alliances-là qui fait que les Maliens veulent vraiment comprendre finalement quels sont les critères en fait qu'on met en place pour choisir les candidats à ces législatives quand on regarde ces faits-là que tous les candidats quasiment sont appelés à amener 10 millions, à amener 20 millions, à amener 15 millions. Finalement, c'est sur quels critères qu'on choisit à l'intérieur des partis? Chaque parti a ses critères propres pour le choix, n'est-ce pas, des candidats sur des listes. Dans mon parti, la Convergence pour le développement du Mali, cette pratique n'ici est pas. Et ce que je sais aussi, pour être candidat à une élection, que ce soit les élections présidentielles jusqu'aux élections locales, il y a des critères que la loi définit. Si la loi, n'est-ce pas, vous permet de vous présenter, je crois que le reste, c'est, n'est-ce pas, des cuisines internes comme de chaque parti. Et je sais aussi que c'est des pratiques qui existent dans certains partis, mais chez moi, en tout cas, je sais que je suis impliqué dans la constitution des listes, n'est-ce pas? Dans mon parti, ces critères ne sont pas exigés, que ce soit de l'alliance ou entre nous-mêmes. Nous pensons que d'ailleurs, c'est un de notre slogan, comptons d'abord sur notre propre force. Comptons sur notre propre force. Ça, c'est un des slogans et nous travaillons en fonction de cela. Donc je pense que ce qui se passe ailleurs, je ne sais pas, que je ne peux pas le commenter parce que je ne suis pas à l'intérieur de ces partis pour savoir comment ils choisissent leurs candidats. Le problème est que ça fait beaucoup d'argent. Alors quand on regarde les candidats, on n'est pas tellement sûr que si ils n'avaient pas cette somme d'argent, qui sont vraiment les mieux placés pour représenter les partis. C'est pour cela, c'est une des raisons pour cela que ceux qui me disent qu'ils sont illégitimes, mais ils ne sortent pas. Quand ils disent que c'est une assemblée légitime, moi je préfère qu'ils disent que bon, puisque c'est une assemblée légitime, je n'y rentre même pas. Mais vous savez, les populations aussi se posent les questions, pourquoi ils sont là-bas?
Les gens mettent, je ne sais pas, des dizaines et des dizaines de millions pour aller dire que nous allons vous représenter. Mais il y a des questions à se poser. Pourquoi on met beaucoup d'argent dans ça? Justement. Et... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être c'est du commerce. Je n'ai pas été à l'Assemblée nationale, mais c'est vrai que je sais, je ne fais qu'un constat, que même ceux qui critiquent, mais ils ne veulent pas sortir. D'accord. Merci, M. Aya. Honorable Doumbia, effectivement, la question quand même de l'argent revient tout le temps. Oui. Nous nous posons vraiment la question. Quand nous regardons les législatives, on se dit que c'est une élection de proximité. Oui. Pourquoi cela nécessite tant d'argent au point qu'on demande à chaque candidat d'apporter 10 millions, 15 millions, souvent 20 millions par candidat, 60 millions pour faire élire une liste? Bon, M. Dissa, je sais qu'il y a la question d'argent au centre des élections. On demande aux candidats d'apporter de l'argent. Sinon, dans certains partis, on pose la condition argent et on fixe des montants. Justement. Tel n'est pas le cas dans mon parti. Je peux défier quiconque. Le jour où je devenais candidat dans mon parti, je n'avais pas 250 000 francs à mon compte. Aujourd'hui, tu vas vérifier mon compte à la Bank of Africa, je n'ai pas 250 000 francs à mon compte. Je ne suis pas venu à l'Assemblée. Aucun député du parti Sadi, à ma connaissance, n'est à l'Assemblée pour l'argent. Nous sommes là pour le Mali et pour la cause du peuple malien. Pour la petite histoire, le parti Sadi a été le seul parti politique à retourner voir ses mandats dans le cadre de la prorogation du mandat des députés. Et après, la question a été débattue par le congrès du parti. Parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée à notre nom. Nous sommes à l'Assemblée au nom du peuple du parti Sadi et au nom de tout le peuple malien. Nous avons interrogé nos mandats sans faire de différence entre les partis politiques. Nous avons appelé tous les mandats, toute la population de nos différentes circonscriptions. Ceux-là qui ont répondu, nous avons fait notre exposé. On a pris leur avis par rapport à la position. Au Congrès, tel a été le cas. Et nous sommes à l'Assemblée nationale du Mali aujourd'hui. Ce n'est pas pour de l'argent, c'est une recommandation du Congrès. Le Congrès l'a demandé pour que nous soyons là, les représenter. Ce n'est pas pour l'argent. L'argent, on va le prendre. Parce que notre président a eu à restituer 28 millions. Jusqu'à présent, on ne sait pas où est passé les 28 millions. Donc, cet argent, le parti en a besoin pour faire bon usage. Nous sommes un parti de pauvres. Il y a d'autres nécessités qui trouvent de l'argent dans nos mains. On ne va pas jeter cet argent pour que d'autres en fassent, commanderaient ce qu'ils veulent. Maintenant, on revient à la question des alliances. C'est que Honorable Diawara vient de dire aussi bien que M. Aya. Mais tu as dit, ça dit c'est un parti vieux. Sinon, c'est un parti qui a la moyenne. Il y a des partis plus vieux que Sadi, il y a des partis plus jeunes que Sadi. Ne compare pas ton parti à mon parti. Nous n'avons même pas la même histoire. Nous n'avons même pas la même histoire, c'est pas la même histoire, ce n'est même pas la même chose. Ce n'est pas comparable. On compare des choses qui sont comparables. Moi, je ne comparerai jamais mon parti à Kodem. Jamais. D'accord. Non, je n'ai pas fini. Ok. Je n'ai pas fini. Je ne le ferai jamais. Maintenant, quand ils disent qu'il faut de la pédagogie, il faut former, les militants n'ont pas pris. C'est pour cela que je vais montrer à Aya que mon parti est mieux structuré que lui. C'est le parti dont la gouvernance est irréprochable. C'est un parti où il y a la démocratie, où la base est écoutée. Nos alliances, on ne les fait pas comme ça, ce n'est pas décidé de Bamako. Hein. Quand Bamako appelle, ouais, celui-là va être candidat dans telle situation, ce n'est pas comme ça. C'est à la base. C'est les militants du parti qui choisissent leur candidat. Ce n'est pas fini. C'est les militants du parti, en assemblée générale, qui débattent la question des alliances. La question des alliances est discutée au niveau du parti Sadi, à la base, en assemblée générale, même
par le Congrès. Ceux qui étaient là, demandez la presse si la question des alliances n'a pas été débattue au Congrès du parti SADI. Donc moi je suis fier de ce parti. Je sais que ce parti, depuis qu'il est créé, il s'est mis exclusivement au service du peuple malien. Donc s'il dit que son parti est grand, lui sait combien il a mis pour être grand. Combien il a mis. D'accord. N'est-ce pas? Mais nous savons que nous sommes un parti où on ne parle pas jusqu'à présent d'argent. Il ne s'agit pas d'être riche pour être candidat au parti SADI. Il s'agit d'être crédible. D'accord. Il faut avoir la conscience de la base qui va te lire. Ça c'est un. La base te propose et il te propose avec quel parti vous allez associer. C'est parce que la loi électorale et le monde de scrutin l'impose. Sinon, si tel n'est pas le cas, vous allez voir que ce n'est pas Sadi qui serait sans liste au Mali. Je te mets au défi. Quand la loi électorale va changer, vous verrez que Sadi va aller seul et il va avoir des élus à toutes les essences. D'accord, merci. Honorable Doumbia. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission politique, le débat d'Africable Télévision. Ce soir, notre association invitée est l'association des professionnels en électricité. Le président de cette association est là ce soir avec M. Iboussi. Le président, il s'appelle Oumar Barou Diarra. Association, vous pouvez vous applaudir. Alors, Iboussi. Alors, je passe le micro pour votre tour avec votre association invitée. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez dit, effectivement, l'association que nous avons ce soir, c'est l'association des professionnels d'électricité du Mali. Donc, ils sont de Kaya Kidal, ils sont partout sur le territoire malien. Et c'est une association qui a été créée en 2015. Et ils ont pour objectif de permettre à notre pays, le Mali, d'avoir des professionnels en électricité. L'association organise régulièrement des formations théoriques et pratiques en courant fort et faible. Ils interviennent dans le secteur des groupes électrogènes, des panneaux solaires, des alimentations et des ascenseurs. Et puis, pour la mairie de la commune 5, ils ont déjà recensé tous les problèmes qu'il y avait. Il y avait beaucoup de problèmes d'électricité là-bas. Ils ont recensé les problèmes, ils ont financé sur fonds propres toute la réflexion en fait, sur le plan électrique de la mairie de la commune 5. Et ils projettent de faire cela, pour les tribunaux maliens et ainsi que les commissariats. Mais ça va pas être sur fonds propres, mais ils vont payer, si ces structures-là payent le matériel, ils vont faire les installations. Alors, nous avons le président Diarra Oumar qui est là, qui veut poser une question. Monsieur Diarra, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Il veut poser une question. Merci. Okay. Bonsoir au public. Je salue tous les partis politiques qui sont présents ici. Je salue tout le monde, l'association des électriciens du Mali. Ma question est la suivante. Est-ce que les politiciens ont pensé un peu à leurs camarades qui viennent surtout du cercle de Bayankas, Koro, et puis Bankas, Koro, Banyangara? Parce que dans ces zones, il y a les peuls qui ne peuvent pas se présenter aux élections. Pourquoi? Parce qu'on a chassé tous les peuls de la zone. Est-ce que les politiciens ont un peu pensé à leurs camarades peuls qui vont se présenter dans ces zones-là? Si tel est le cas, pourquoi ne pas donner au président de la République, si cela est légitime, d'essayer de voir, de gérer par ordonnance en attendant qu'il y ait un peu de sécurité dans ces zones-là? C'est ça ma question, c'est adressé aux politiciens. Merci. Merci, monsieur Oumar Barou Diarra. Je rappelle qu'il est le président de l'association des professionnels en électricité du Mali. Ibou. Voilà, il est le président. Donc, nous avons le secrétaire aux relations extérieures, Garaba Diallo, qui veut poser aussi une question. Bonsoir aux invités. Depuis 2013... Parlez un peu plus fort. Bonsoir aux invités. Depuis le 2013, nous attendons dire sur toutes les scènes politiques que nous combattons pour le Mali. Mais pour aujourd'hui, ces politiques ne peuvent pas trouver la solution depuis 2013. C'est un tout petit peu hors sujet. Alors la question devait quand même devait avoir un lien avec les législatives. Avec les législatives. Oui, si vous avez une question dans ce sens-là. Aujourd'hui aussi, à la veille de ces élections législatives, les partis politiques commencent à prendre des promesses auprès de la population qu'ils vont faire des écoles, ils vont faire des routes. Comment ils auront ces moyens?
puisque les députés n'ont pas de revenus au niveau de l'Assemblée, à part leur salaire. Voilà ma question, merci. Merci beaucoup. D'accord, M. Dissa. En fait, ils ont fait une remarque qui est quand même intéressante, il faut le dire. Juste devant la porte ici à Africable, ici, ils ont vu, puisque c'est des experts en électricité, ils ont vu qu'il y avait un poteau qui était collé en fait à un arbre. Et ils disaient qu'en temps de pluie, ça peut être dangereux. C'est une remarque quand même qu'ils ont eu à faire. Et on voulait préciser cela. D'accord. En tout cas, ce n'est pas devant Africable qu'ils ont vu ça. Peut-être dans la rue quelque part, mais ce n'est pas devant Africable qu'ils ont vu ça. Mais c'est un poteau de cela n'existe pas chez nous, parce que nous aussi, nous faisons énormément attention à cela. En tout cas, nous remercions, nous les applaudissons. Voilà, l'association des professionnels en électricité du Mali. Alors, Ibou, il y a encore d'autres participations? Oui, bon, là, c'est sur Internet. Internet, par rapport au débat, tout de suite, il y a quelqu'un qui a fait une intervention qui est quand même intéressante, c'est Abdourahmane Touré. Il dit que l'erreur que les gens commettent souvent au Mali, c'est en matière électorale, c'est de penser en fait que les gens votent pour les partis, que les gens votent en fait pour les individus. Donc, bien qu'il y ait en fait souvent des listes, plusieurs partis sur une même liste, les gens en fait votent pour en fait des personnes. Donc on en a fini, c'était ça qu'on a pu conclure pour vous. Merci beaucoup, M. Robert Dissa. Merci beaucoup, M. Iboussi. Alors, de retour sur le plateau. Alors, vous êtes interpellé parce que le président Oumar Barou Diarra parle de politique que vous êtes. Il s'adresse à tous les trois. Est-ce que vous avez pensé aux populations de Bankas, Koro, Badjagara, dans ces zones? Il dit, je le cite, que les Peuls, en fait, ont tous déserté. Alors, et qu'en est-il de leur représentativité, voilà, de leur candidature? Bon, monsieur Dissa, ce que je veux dire par rapport à ça, je l'ai souligné au tout début du débat. Je pense que ceux-là qui ont pris cette décision, ils ont fait fi de beaucoup de choses. C'est par rapport à leur propre agenda. La question est ressortie. Pourquoi, au niveau du dialogue national inclusif, on a poussé des revers de les mains une autre alternative? Parce que les gens veulent venir à l'Assemblée nationale. Ils sont pressés. Ils pensent que si Ibeka n'est pas là, ils seront plus députés. Sinon, nous, hier seulement, on était sous le feu. À Soroweli. Cet après-midi, c'est réglé. Paix à leur âme. 3 gendarmes sont tombés. Il y a eu des blessés. À Sogoro, après l'annonce des législatives, ce qui s'est passé, tout le monde sait. Mais on ferme les yeux, les oreilles, on ne veut rien comprendre. D'accord. Merci. Et ils ont dit ici que le Premier ministre, le gouvernement est là et que est-ce qu'ils maîtrisent la situation? Ils savent que la situation n'est pas maîtrisée. Maintenant, si quelque chose n'est pas faisable, pourquoi refuser d'analyser une alternative? On le repousse d'emblée. D'emblée. Donc, est-ce que vraiment c'est de bonne foi? Est-ce que c'est servi ces peuples auxquels M. Diarra vient de faire allusion, ou bien c'est pour aller à l'Assemblée? Si on gagne de l'argent à l'Assemblée, moi je ne sais pas. D'accord. Voilà. D'accord. Le temps pour les autres aussi de réagir, honorable Diawara, par rapport à la question du président de l'association, M. Oumar Barou Diarra. Sur les populations? Oui, qui ne sont pas là, parce qu'il a parlé du cas des Peuls dans les zones comme Bankas, Koro, Banjangara. Il dit que dans ces zones, les Peuls sont partis. Et donc, il posait la question de leur représentativité. Absolument. Je l'ai dit aussi dans mon discours introductif, que la situation sécuritaire est préoccupante. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est s'adapter aussi aux différentes situations. C'est très facile de venir s'asseoir à l'Assemblée, sur un plateau, parler au nom du ministre de l'administration territoriale, parler au nom du ministre de la Sécurité. Il faut aussi comprendre que l'État doit s'assumer et exercer sa souveraineté. C'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'on refuse d'aller aux élections. Parce que ne pas aller aux élections, effectivement, ça peut aussi nous ramener à des situations difficiles.
difficile. Oui, tout à fait, mais il propose justement, Oui. en lieu et place de Oui. ces législatives, que le président gouverne par ordonnance. La loi d'habilitation, il parle de la loi d'habilitation. Pour votre gouvernement, la loi d'habilitation aussi a des limites. Elle est donnée pour un temps précis et le président ne peut pas gouverner prendre toutes les décisions à travers une loi d'habilitation. Donc on ne peut pas gouverner avec une loi d'habilitation. C'est pour cela, et pour que ce soit, quand elle est votée, elle est limitée dans le temps. Ouais, donc on ne peut pas. Peut-être que ce temps nous aura permis de mieux organiser les élections. Mais vous pensez que le Mali, c'est notre souhait, que dans 6 mois on puisse assainir tout et qu'on soit vraiment sécurité partout. Et si on n'arrive pas, ça veut dire qu'on aura nous-mêmes choisi de nous précipiter dans des situations difficiles. Donc, moi encore une fois, moi je dis les acteurs sont suffisamment lucides, ils ont suffisamment de moyens pour apprécier la situation. D'accord. Merci, Honorable Diarra. Monsieur Aya, vous êtes de la zone qu'il cite, hein, Bankas, Koro, Banjangara. Alors, quelle est votre réaction par rapport à sa question? Oui, je suis effectivement, je pense que cette situation, je l'ai personnellement dénoncée depuis 2012. En 2013, quand on organisait les élections, je disais personnellement, je vote à Dinangrou. La semaine dernière, vous avez vu les attaques à Dinangrou même. Je ne peux pas partir parce qu'il fallait à l'époque passer par le Burkina Faso pour y arriver. Aujourd'hui, Koro Ouaïgua, vous ne pouvez pas aller. Avec un pont qui était là, qui a été détruit. Et même pas plus qu'aujourd'hui, entre Bankas et Banyagara, il y a eu aussi des attaques. C'est regrettable. C'est très difficile ce que nous vivons au niveau de ces 3 cercles. Mais également des 4 cercles, je vais dire même, parce qu'il faut remonter encore vers Douanza. C'est très regrettable qu'une grande partie de la population ne puisse pas exercer leur droit de vote. Il ne s'agit pas seulement que des Peuls, hein, et même de l'autre côté, même des Dogons. Donc, des villages ont été brûlés, les greniers ont été brûlés, les populations se sont déplacées, vice-versa. C'est vraiment regrettable. Mais malgré tout cela, je pense qu'il est important d'avoir une institution forte avec des élus représentatifs qui vont s'impliquer pour arriver à résoudre, n'est-ce pas, cette crise qui est très grave. Pour mémoire, vous avez vu la révolte des populations de ces 3 cercles contre l'aménagement, mais il a fallu un fils de terroir, le président Fusina Guindo, quand il s'est déplacé, il a rencontré ses parents, il a discuté pour que le calme revienne. Ça veut dire que plus nous allons avoir n'est-ce pas, des élus ou en tout cas des personnalités de terroir crédibles, plus on peut arriver à résoudre ces problèmes. Et c'est pour cela, je pense qu'il est important que, quelles que soient les difficultés, qu'on puisse aller à cette élection. Et s'il y a des peuples qui veulent se présenter, mais je pense que tous les peuples ne sont pas partis, hein. Ils ne sont pas partis. D'accord. Donc je pense que c'est pour dire tout simplement à l'honorable qu'il ne s'agit pas de dire qu'à l'Assemblée, il y a l'argent, il n'y a pas d'argent. Moi, je fais un constat. Que quand on ne reconnaît pas quelque chose, pour moi, on part. D'accord. Maintenant, pour revenir vraiment dans le débat, vous et honorable, je vous suggérerais en fait de continuer ces débats hors antenne, parce qu'on a tellement plus de temps. On a tellement plus de temps. Or, il y a beaucoup de questions. Monsieur Garaba Diallo, qui est le secrétaire aux relations extérieures de l'association que nous recevons ce soir, parlait justement de ces législatives comme une occasion où les candidats vont faire des promesses aux populations, alors que lui, il se pose la question comment ils peuvent honorer ces promesses en tant que député. C'est une méconnaissance du rôle du député à l'Assemblée nationale que de promettre ciel et terre, n'est-ce pas, aux populations. C'est une tromperie. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à la population? Mais il faut seulement, ce n'est pas la population, c'est ceux-là qui vont les promettre. Parce qu'ils ne connaissent pas. Et donc c'est pour ça que je pense que les partis politiques aussi, ainsi que même une partie de la société civile, nous avons le devoir, n'est-ce pas, de mieux informer les populations. Ce sont les mêmes députés
qui cherchent n'est-ce pas, le suffrage de ces populations qui vont aller les promettre. Et ces populations aussi demandent. Donc je pense qu'il faut expliquer le rôle, n'est-ce pas, d'un député. Il n'est pas l'exécutif, il est le législatif, il est là pour n'est-ce pas, le contrôle de l'action gouvernementale, il est là pour, n'est-ce pas, voter les lois, pour initier également les lois. Donc je crois qu'il a un rôle important d'interpellation. C'est ce qu'on ne voit pas parce que souvent, il faut se dire aussi, ça fait partie seulement de notre... Mais ce n'est pas à lui de faire les routes, non, ce n'est pas lui, il ne peut pas faire les routes, non. D'accord, d'accord. Mais nous allons essayer de gagner du temps. Peut-être que nous allons faire une émission un jour sur le rôle des députés. Honorable Doumbia, alors, une question internaute que nous amène M. Iboussi. Savons-nous au Mali si les votes alors, sont faits pour les individus ou bien si c'est pour les partis qu'on vote? Qu'en savons-nous? Bon, cette question, il y a deux réponses possibles. La première, c'est que le candidat compte. Le candidat compte dans les élections de proximité. Mais il y a aussi le parti qui compte. Donc, dissocier les deux, dans certaines mesures, il y a des partis où, comme notre parti, le candidat est désigné par la base, mais les gens sont avec les partis. On a parlé de la transhumance politique. Tous les candidats du parti Sadi qui ont été élus et qui ont abandonné le parti ne sont plus revenus. Ne sont plus revenus. Et le Sadi est connu et respecté par rapport à cela. Nous, on ne court pas derrière les gens par rapport aux alliances, mais on nous court derrière parce qu'ils savent que nous avons des électeurs, des militants sûrs qui sont nos électeurs. Merci. Les autres courent derrière les électeurs, mais le parti Sadi, son électorat, ce sont ses militants. D'accord. Merci, honorable Diawara. Honorable Diawara, au Mali, quel vote fait-on? Est-ce que c'est pour les partis qu'on vote ou c'est simplement pour les individus au Mali? Non, moi je pense qu'il y a les deux. Et ça dépend des circonscriptions. Et les deux doivent conquérir justement, d'où l'instauration des critères. Je vais revenir dessus. Sur une question, vous avez dit que certains partis politiques mettent des cautions. C'est vrai, ça fragilise beaucoup la couche juvénile. Vous trouverez dans certaines localités où il y a des jeunes qui sont très dynamiques, qui sont aimés par leur population, mais ils ne peuvent pas conquérir sur les grandes listes, ils ne peuvent pas conquérir pour les grands partis parce qu'il y a une hiérarchisation de ces critères-là. Bon, donc, et c'est vraiment dommage. Et dans certaines localités, effectivement, ces individus, quand ils intègrent les partis politiques, les populations se reconnaissent en eux et veulent qu'ils soient portés à des instances de décision pour pouvoir faciliter leurs tâches. En ce moment, la candidature individuelle est sollicitée. Mais un parti politique aussi, c'est beaucoup de mécanismes. Parce que les élections, il ne faut pas penser que c'est juste la campagne. Il y a le jour des élections, il y a les fournir des délégués, il y a beaucoup de choses qu'un indépendant, un individu ne peut pas fournir. On a beau être sollicité, aimé par la population, on ne peut pas aller à une élection. C'est pour cela, souvent, certaines adhèrent à des partis politiques ou viennent sur les listes des partis politiques pour bénéficier de ces mécanismes-là. Et seuls les partis peuvent fournir cette partie technique-là des élections. Donc, les deux vont ensemble. Il y a l'individu, il y a aussi, parce que souvent, je prends l'élection des députés, sur une commune de 10 à 11 quartiers, on ne peut pas être partout. On peut être dans 6 quartiers, dans 5 quartiers, il y a des gens qui se lèvent pour voter le parti. Mais ils ne connaissent pas le candidat député. Donc, dans certaines localités et communes, quartiers, le parti peut être discrédité, mais l'individu peut être plébiscité. Donc, les deux vont ensemble pour éventuellement emporter la liste. D'accord, merci honorable Diawara. Monsieur, plus que 12 minutes, hein, voilà. Ce n'est pas de la fin de l'émission, monsieur Aya. Alors, en guise de derniers mots, quels sont, selon vous, les plus grands enjeux de ces législatives?
Le plus grand enjeu de cette législative, c'est vraiment l'enjeu sécuritaire. Vous avez 4 minutes. L'enjeu sécuritaire, parce que c'est pas un secret polichinelle que le pays aujourd'hui traverse une situation d'insécurité totale. Non seulement pour les candidats, mais aussi pour même les électeurs. Nous avons des mines un peu partout, des populations se sont déplacées et je pense que relever ce défi d'insécurité, à notre avis, est l'un des enjeux majeurs. L'autre enjeu, c'est le défi également de la mobilisation autour de cette élection. Et cela ne peut être possible que si les candidats, n'est-ce pas, aillent vers les électeurs pour les sensibiliser pour le jour de vote. Et je pense que ce sont, à notre avis, au niveau de notre parti, nous sommes en train de réfléchir sur les deux. Et le ministre de l'administration territoriale, à travers, n'est-ce pas, le ministre, n'est-ce pas, en charge des questions sécuritaires, mais également avec nos amis étrangers, que ce soit l'administration et Barkhane, sont en train de tout mettre en œuvre pour que cette élection puisse se passer sur l'ensemble du territoire. Et nous savons, les échos qui nous reviennent de l'intérieur laissent présager, n'est-ce pas, que cette élection va se passer, je ne dirais pas le tout sécurité, mais je pense que cette élection se passera normalement sur l'ensemble du territoire national. Nous prions le Seigneur, n'est-ce pas, qu'il puisse épargner en tout cas ce jour les vies humaines. Donc nous pensons que les partis qui n'ont pas voulu participer au déni, qui ont eu la sens unique de venir s'exprimer, ils ne l'ont pas fait. Nous les invitons, n'est-ce pas, à dire, à plus de retenue, mais à regarder également le Mali comme ils le disent, pour que nous tous, n'est-ce pas, nous tirons dans la même direction, afin que cette élection soit, en tout cas, une occasion pour notre pays d'avoir des institutions fortes et qui va permettre, n'est-ce pas, à ces élus crédibles, n'est-ce pas, de participer au dialogue, n'est-ce pas, entre les communautés, mais également faire en sorte que les armes se taisent. Merci. Merci beaucoup, M. Aya. Honorable Doumbia, les grands enjeux de ces législatives. Bon, 4 minutes. Après l'enjeu sécuritaire, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a l'enjeu par rapport au respect des suffrages qui vont être exprimés par les électeurs. Je fais allusion à la transparence et au respect du suffrage qui va être exprimé par les électeurs. L'enjeu, c'est de voir l'Assemblée nationale qui va être constituée s'il y a lieu ces élections législatives, parce qu'il y a des préalables par rapport aux différents défis qui sont à relever. Et je ne veux pas être trop pessimiste. Donc, si cela arrivait, que cette assemblée soit une assemblée qui va permettre l'expression du peuple malien, qui soit vraiment une représentation nationale, qui sera élue à partir des suffrages réels exprimés par les populations à la base, parce qu'il s'agit de cela. Donc, pour moi, l'enjeu c'est ça, et je sais que par rapport à la population, on dit que la population ne comprend pas, on ne veut pas expliquer. Il faut qu'on leur explique. D'abord, ceux-là qui vont leur demander leur suffrage pour être députés, la majorité ne savent même pas ce qu'il veut être député. Honnêtement, ils ne le savent pas. Ce n'est pas parce qu'il est berné, et même ils ne le savent pas. Maintenant, la population qui va vous demander quelque chose au cours des campagnes, là, je pense que c'est une bonne occasion de les respecter la situation. S'ils sont d'accord avec vous, ils vont voter pour vous. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent choisir leur commandant député. Quand il va venir là, ils vont tirer les leçons. Moi, je pense que c'est comme ça, mais quand même qu'on ait la franchise de dire la vérité aux électeurs, de ne pas les tromper, de ne pas voler leur suffrage. C'est malsain et c'est ce qui fait que quand on arrive à l'Assemblée, on saute de camp en camp. Donc c'est ce qu'il faut éviter, vraiment qu'on ait pitié de ce peuple-là. Merci. Merci, honorable Doumbia. Honorable Jawara, les grands enjeux de ces législatives. Pour nous, les grands enjeux sont des enjeux institutionnels.
parce que nous devrons montrer à la face du monde que le Mali est capable de relever la tête malgré les difficultés que nous subissons aujourd'hui. Nous devons consolider nos institutions. Nous devons avoir une assemblée forte pour que, à la suite, nous puissions aller à un référendum constitutionnel, nous conformer aux normes communautaires, entre autres. Donc, ce défi doit être relevé. Nous devons aussi montrer que cette démocratie est en marche et que le Mali doit se maintenir dans la paix et la sécurité. Parce que, quoi qu'on puisse faire, qu'on soit dans un débat, qu'on nourrit des ambitions, il faut qu'on ait un pays. Et pour qu'on ait un pays et qu'on soit considéré dans le concert des nations, il faut être un pays debout, avec des institutions fortes et avec des élus qui maîtrisent leur sujet. Encore une fois aussi, il faut que les uns et les autres puissent considérer la nouvelle génération, les jeunes. Ils sont en majorité aujourd'hui, ils ont besoin de formation parce que les aînés qui gouvernent bientôt vont passer le témoin. Et les jeunes doivent savoir c'est quoi les institutions, comment faire pour maintenir nos institutions et comment transmettre le témoin. Tout cela sont des enjeux majeurs et je pense que ces élections-là sont un bon début pour que ce témoin-là puisse être transmis en toute sérénité dans la paix et dans la sécurité. Merci, honorable Diawara. Mesdames, Messieurs, vous suiviez l'émission politique, les débats d'Africa Télévision, qui ce soir portait sur le thème législatif au Mali, ces alliances qui fâchent. Et nous avions comme association invitée l'association des professionnels en électricité du Mali, représentée. Oui, vous pouvez vous applaudir, hein? Voilà, toute l'association est là et nous avons eu tout l'honneur de donner la parole au président de l'association, M. Oumar Baroudjara, et aussi au secrétaire aux relations extérieures de l'association, M. Garaba Diallo. Honneur et plaisir pour nous, mesdames, messieurs, d'avoir reçu ce soir l'honorable Amadou Araba Doumbia du SADI, député à l'Assemblée nationale élu à Nyono. Honorable, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous pouvons l'applaudir. Nos applaudissements également à l'honorable Moussa Oumar Diawara Dibati, président du parti Mali Émergence, ancien député à l'Assemblée nationale, membre de l'ARP, et encore ovation, M. Amadou Aya, secrétaire général adjoint du parti CODEM, que je vous demande d'applaudir. Pour ma part, mesdames, messieurs, ce fut un agréable plaisir de vous présenter ce numéro de politique, le débat. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure, un autre débat, d'autres tacles, d'autres réactions. Voilà, portez-vous bien, passez une excellente semaine de travail. Au revoir. Merci. Ouais, c'est bon. Félicitations. Félicitations.